Imaginez quelque chose. Fermez les yeux un instant et imaginez quelque chose d'absolument impossible. Imaginez que vous tenez une cuillère à café dans votre main. Une simple petite cuillère, comme celle que vous utilisez chaque matin pour remuer votre café. Maintenant, imaginez que cette cuillère contient une matière si incroyablement dense, si extraordinairement compacte, que son poids dépasse celui du mont Everest tout entier. Pas une colline, pas une montagne ordinaire, mais le mont Everest, la plus haute montagne de notre planète, avec ses 8848 mètres de roches, de glace et de neige. Tout ce poids, toute cette masse, concentrée dans une seule cuillère à café. Cela semble absolument fou, n'est-ce pas? Cela semble être le genre de choses qu'un auteur de science-fiction inventerait pour impressionner ses lecteurs. Mais ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité. C'est la pure et simple réalité de notre univers. Et l'objet dont je vous parle existe vraiment, quelque part dans les profondeurs sombres et silencieuses de l'espace. Mais attendez, avant de vous révéler ce que c'est, laissez-moi vous poser quelques questions supplémentaires. Que diriez-vous si je vous disais qu'il existe un objet dans l'univers qui est de la taille d'une ville, à peu près 20 km de diamètre, mais qui contient plus de masse que notre Soleil tout entier? Notre Soleil, cette gigantesque boule de feu qui fait 1 300 000 fois le volume de la Terre. Toute cette masse comprimée dans quelque chose qui pourrait tenir entre deux extrémités d'une ville moyenne. Que diriez-vous si je vous disais que cet objet tourne sur lui-même jusqu'à 716 fois par seconde? 716 rotations complètes en une seule seconde. Votre machine à laver, au cycle d'essorage le plus rapide, tourne peut-être à 1500 tours par minute. Cet objet fait 716 tours par seconde. Essayez de visualiser cela. Essayez d'imaginer quelque chose de la taille d'une ville qui tourne si vite que sa surface se déplace à un quart de la vitesse de la lumière. Et ce n'est pas tout. Que diriez-vous si je vous disais que la gravité à la surface de cet objet est 200 milliards de fois plus forte que la gravité terrestre? Que si vous laissiez tomber un simple marshmallow, cette petite guimauve moelleuse et légère, depuis une hauteur d'1 mètre au-dessus de sa surface, l'impact serait équivalent à celui d'une bombe nucléaire? Un marshmallow. Une bombe nucléaire. C'est le genre de réalité avec laquelle nous avons affaire ici. Que diriez-vous si je vous disais que le champ magnétique de cet objet est 1 billion de fois plus puissant que celui de la Terre? Si puissant qu'il déformerait les atomes de votre corps, les étirant en de longues formes cylindriques, dissolvant la chimie même qui vous maintient en vie, et ce, à des milliers de kilomètres de distance. Que diriez-vous si je vous disais que la lumière elle-même se courbe autour de cet objet, tellement sa gravité est intense, au point que vous pourriez voir l'arrière de l'objet tout en regardant sa face avant, que le temps lui-même ralentit près de sa surface, comme si les horloges de l'univers décidaient de prendre une pause. Tout cela est réel. Chacun de ces faits est vérifié, mesuré, observé par les meilleurs scientifiques de notre planète avec les instruments les plus sophistiqués jamais construits. Et l'objet dont je parle, cet objet impossible, cet objet qui défie l'imagination, cet objet qui repousse les limites de la physique elle-même, c'est une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons. Ce nom peut sembler simple, presque banal, étoile à neutrons, comme si c'était juste une étoile faite de neutrons. Mais derrière ce nom se cache l'un des phénomènes les plus extraordinaires, les plus violents,
les plus mystérieux et les plus fascinants de tout l'univers observable. Et ce soir, dans ce documentaire, nous allons explorer ensemble chaque aspect de ces objets incroyables. Nous allons plonger dans leur naissance cataclysmique, disséquer leur structure impossible couche par couche, comprendre les forces titanesques qui les façonnent et découvrir comment ces minuscules cadavres stellaires ont littéralement créé les éléments qui composent votre corps, votre monde et tout ce que vous avez jamais touché ou aimé. Si vous êtes déjà émerveillé, et croyez-moi, nous n'avons même pas commencé à gratter la surface, prenez un moment pour aimer cette vidéo, vous abonner à cette chaîne et laissez un commentaire pour me dire si vous connaissiez l'un de ces faits. Parce que ce qui vient ensuite va complètement changer la façon dont vous percevez l'univers. Maintenant, commençons par le tout début. Pour comprendre ce qu'est une étoile à neutrons, nous devons d'abord comprendre ce qu'est une étoile. Et pas n'importe quelle étoile. Nous devons comprendre la vie, la mort et l'héritage de ces fournaises cosmiques qui illuminent notre univers. Regardez le ciel nocturne. Si vous avez la chance de vivre loin des lumières de la ville, vous pouvez voir des milliers d'étoiles scintiller doucement dans l'obscurité. Chacune de ces petites lumières est un soleil. Certaines sont plus petites que notre soleil. D'autres sont infiniment plus grandes. Certaines sont jeunes, à peine quelques millions d'années, des bébés à l'échelle cosmique. D'autres sont anciennes, vieilles de milliards d'années, des revenants qui brûlent lentement les dernières réserves de leur carburant. Mais qu'est-ce qu'une étoile, fondamentalement? Qu'est-ce qui fait qu'une étoile brille? Qu'est-ce qui la maintient allumée pendant des millions ou des milliards d'années? Une étoile est, dans son essence la plus pure, un réacteur nucléaire cosmique. C'est une gigantesque sphère de gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, si massive que sa propre gravité la comprime avec une force colossale. Au centre de cette sphère, dans son cœur le plus profond, la pression et la température atteignent des niveaux si extrêmes que quelque chose de remarquable se produit. Les atomes d'hydrogène, ces minuscules particules qui sont les plus simples et les plus abondantes de l'univers, sont forcés de fusionner ensemble. Leurs noyaux, constitués chacun d'un seul proton, sont poussés si près les uns des autres que la force nucléaire forte, l'une des 4 forces fondamentales de la nature, prend le dessus sur la répulsion électromagnétique qui, normalement, les empêcherait de se toucher. Et quand ces noyaux fusionnent, quand 4 protons se combinent pour former un noyau d'hélium, une quantité phénoménale d'énergie est libérée. C'est la fusion nucléaire. C'est le processus qui fait briller chaque étoile dans le ciel. Cette énergie de fusion crée une pression vers l'extérieur, une pression de radiation qui pousse contre la gravité, qui essaie de comprimer l'étoile. Et c'est là que réside la beauté fondamentale d'une étoile. C'est un équilibre, un bras de fer cosmique entre 2 forces titanesques. D'un côté, la gravité, cette force implacable qui veut écraser l'étoile, la comprimer en un point infiniment petit. De l'autre côté, la pression de radiation créée par la fusion nucléaire, qui pousse vers l'extérieur et essaie de disperser l'étoile dans l'espace. Quand ces 2 forces sont en équilibre, on obtient ce que les astrophysiciens appellent l'équilibre hydrostatique. Et tant que cet équilibre est maintenu, l'étoile brille, stable et majestueuse, illuminant l'espace autour d'elle pendant des millions ou des milliards d'années. Notre Soleil est dans cet équilibre depuis environ 4 milliards et demi d'années. Il continuera à briller pendant encore environ 5 milliards d'années avant d'épuiser son carburant.
C'est une étoile de taille moyenne, ce que les astronomes appellent une naine jaune de type G. Elle n'est ni particulièrement grande ni particulièrement petite dans le grand zoo stellaire de notre galaxie. Mais toutes les étoiles ne sont pas comme notre Soleil. L'univers est rempli d'une diversité extraordinaire d'étoiles, chacune avec ses propres caractéristiques, sa propre personnalité, si l'on peut dire. Il y a les naines rouges, les plus petites et les plus froides des étoiles de la séquence principale. Ces étoiles sont si petites qu'elles n'ont souvent que 10 à 50% de la masse de notre Soleil. Elles brûlent leur hydrogène si lentement, si économiquement, qu'elles peuvent vivre pendant des billions d'années. Des billions, c'est un chiffre si grand qu'il dépasse l'âge actuel de l'univers de loin. L'univers n'a que 13 milliards 800 millions d'années. Les naines rouges les plus économes en carburant pourraient vivre pendant des dizaines de billions d'années. Cela signifie qu'aucune naine rouge née depuis le début de l'univers n'est encore morte. Pas une seule. Elles sont toutes encore là, brûlant tranquillement, patiemment, attendant un futur si lointain que nous ne pouvons même pas le concevoir. Et puis, à l'autre extrémité du spectre, il y a les géantes bleues et les supergéantes. Ces étoiles sont les titans du cosmos. Elles peuvent avoir 10, 20, 50, voire plus de 100 fois la masse de notre Soleil. Elles sont incroyablement chaudes, avec des températures de surface qui dépassent les 30 000 degrés Kelvin, ce qui leur donne cette couleur bleue caractéristique. Elles sont aussi incroyablement lumineuses, brillant des millions de fois plus intensément que notre Soleil. Mais voici le paradoxe. Malgré leur taille gigantesque et leur réserve de carburant apparemment illimitée, ces étoiles massives vivent incroyablement peu de temps, alors qu'une naine rouge peut vivre des billions d'années et que notre Soleil vivra environ 10 milliards d'années. Une supergéante bleue de 20 masses solaires ne vivra que quelques millions d'années. Certaines des plus massives ne vivent que quelques centaines de milliers d'années. C'est un clin d'œil à l'échelle cosmique. Pourquoi? Pourquoi les étoiles les plus massives vivent-elles le moins longtemps? C'est contre-intuitif, n'est-ce pas? On pourrait penser que plus d'étoiles signifie plus de carburant, et donc une vie plus longue. Mais c'est exactement le contraire. Les étoiles massives ont tellement de gravité, tellement de pression dans leur cœur, qu'elles brûlent leur carburant à un rythme extraordinairement rapide. Elles sont comme des voitures de course, avec un énorme réservoir d'essence, mais un moteur si puissant qu'elles consomment tout en quelques tours de piste. Elles vivent vite, brûlent intensément et meurent jeunes. Et c'est cette mort spectaculaire et violente des étoiles massives qui donne naissance aux étoiles à neutrons. Mais avant d'arriver à cette mort, nous devons comprendre comment une étoile vit, comment elle évolue et comment elle transforme lentement mais sûrement les éléments simples en éléments de plus en plus complexes dans son cœur ardent. Car une étoile n'est pas seulement une source de lumière, c'est une usine à éléments. C'est un alchimiste cosmique qui transforme l'hydrogène en hélium, l'hélium en carbone, le carbone en élément encore plus lourd. Et cette alchimie stellaire est la raison pour laquelle vous et moi existons. Au début de sa vie, une étoile fusionne de l'hydrogène en hélium dans son cœur. C'est la phase la plus longue de sa vie, la phase de la séquence principale. Notre Soleil en est là. Mais qu'arrive-t-il quand tout l'hydrogène du cœur est épuisé? Quand il n'y a plus de combustible pour maintenir la fusion? Eh bien, pour un moment,
la fusion s'arrête dans le cœur. Et sans la pression de radiation pour contrebalancer la gravité, le cœur commence à se contracter sous son propre poids. Cette contraction augmente la température et la pression. Et dans une étoile suffisamment massive, la température devient assez élevée pour que l'hélium commence à fusionner. L'hélium fusionne en carbone et en oxygène. C'est une nouvelle phase de la vie de l'étoile et elle brûle l'hélium plus rapidement que l'hydrogène. Pour les étoiles de petite et moyenne taille, comme notre Soleil, l'histoire s'arrête à peu près là. Notre Soleil fusionnera de l'hydrogène en hélium, puis de l'hélium en carbone et en oxygène, mais il n'aura jamais assez de masse, assez de pression dans son cœur pour fusionner le carbone. Quand l'hélium sera épuisé, le cœur de notre Soleil se contractera une dernière fois et deviendra un objet appelé une naine blanche, une boule de carbone et d'oxygène de la taille de la Terre, incroyablement dense, mais sans aucune fusion nucléaire. Elle brillera encore pendant des milliards d'années, se refroidissant lentement dans l'obscurité de l'espace, comme une braise mourante dans les cendres d'un feu de camp cosmique. C'est le destin paisible et tranquille des petites étoiles. Mais les étoiles massives, celles qui ont plus de 8 fois la masse de notre Soleil, ont un destin complètement différent. Pour elles, la fusion ne s'arrête pas au carbone. Quand l'hélium est épuisé dans leur cœur, la contraction gravitationnelle élève la température encore plus haut et le carbone commence à fusionner. Le carbone fusionne en néon, en sodium, en magnésium. Puis, le néon fusionne, puis l'oxygène, puis le silicium. Chaque étape de fusion produit des éléments plus lourds et dure moins longtemps que la précédente. La fusion de l'hydrogène peut durer des millions d'années. La fusion de l'hélium, des centaines de milliers d'années. La fusion du carbone, quelques centaines d'années. La fusion du néon, peut-être un an. La fusion de l'oxygène, quelques mois. Et la fusion du silicium, la dernière étape, ne dure qu'environ un jour. Un seul jour. Pendant cette phase finale de sa vie, si vous pouviez couper l'étoile en deux et regarder à l'intérieur, vous verriez quelque chose de remarquable. Le cœur de l'étoile ressemblerait à un oignon, avec des couches concentriques de différents éléments. La couche extérieure serait encore de l'hydrogène, puis de l'hélium, puis du carbone, puis du néon, puis de l'oxygène, puis du silicium, et tout au centre, au cœur même de l'étoile, il y aurait un noyau de fer. Et c'est ce fer qui scelle le destin de l'étoile, car le fer est spécial. Le fer est l'élément le plus stable de tout le tableau périodique. Le noyau de fer a l'énergie de liaison par nucléon la plus élevée, ce qui signifie que fusionner le fer ne libère pas d'énergie. Au contraire, fusionner le fer consomme de l'énergie. C'est le point final de la fusion stellaire. C'est le mur contre lequel l'étoile se fracasse. Et c'est ici que l'histoire devient véritablement dramatique. L'étoile a passé des millions d'années à brûler son carburant, couche après couche, élément après élément, construisant cette structure en oignon avec un cœur de fer qui grossit de plus en plus. Et maintenant, ce cœur de fer ne peut plus fusionner. Il n'y a plus de source d'énergie pour créer la pression qui contrebalance la gravité. Le bras de fer cosmique, cet équilibre délicat entre gravité et pression, est rompu. Et la gravité, cette force patiente et implacable qui a attendu ce moment pendant des millions d'années, gagne enfin. Ce qui se passe ensuite est l'un des événements les plus violents et les plus rapides de tout l'univers. Le cœur de fer
qui a atteint une masse d'environ 1,5 fois la masse de notre Soleil, s'effondre sur lui-même. Pas lentement, pas graduellement. Il s'effondre en une fraction de seconde. La vitesse de cet effondrement atteint 70 000 km par seconde, soit presque un quart de la vitesse de la lumière. En moins d'1 seconde, un cœur de fer de la taille de la Terre est comprimé en une sphère de seulement quelques dizaines de kilomètres de diamètre. Essayez de visualiser cela. Quelque chose de la taille de notre planète, écrasé en quelque chose de la taille d'une ville, en moins de temps qu'il ne faut pour cligner des yeux. Pendant cet effondrement cataclysmique, la matière est comprimée à des densités inimaginables. Les électrons, ces particules légères qui orbitent normalement autour des noyaux atomiques à bonne distance, sont poussés directement dans les protons. Cette fusion forcée d'électrons et de protons crée des neutrons et des neutrinos par un processus appelé la capture électronique ou la désintégration bêta inverse. C'est un processus fondamental de la physique nucléaire et il se produit à une échelle colossale pendant l'effondrement du cœur. Des quantités astronomiques de neutrinos sont produites, ces particules fantomatiques qui interagissent à peine avec la matière normale. Et ces neutrinos emportent avec eux une quantité phénoménale d'énergie. Mais revenons à l'effondrement. Le cœur se comprime de plus en plus, et à mesure qu'il se comprime, la densité augmente. Et quand la densité atteint celle d'un noyau atomique, environ 2 fois 10 puissance 17 kg par mètre cube, quelque chose de remarquable se produit. Les neutrons, ces particules qui composent maintenant la majorité du cœur, commencent à résister à une compression supplémentaire. C'est ce qu'on appelle la pression de dégénérescence des neutrons, une conséquence du principe d'exclusion de Pauli, l'un des principes les plus fondamentaux de la mécanique quantique. Ce principe dit que 2 fermions identiques, et les neutrons sont des fermions, ne peuvent pas occuper le même état quantique au même endroit. Quand les neutrons sont comprimés au-delà d'un certain point, ils résistent. Ils disent non. Et cette résistance crée une pression immense vers l'extérieur qui arrête l'effondrement. Le cœur rebondit. Oui, vous avez bien entendu. Un objet plus massif que notre Soleil, comprimé à la taille d'une ville, rebondit, comme une balle de caoutchouc cosmique frappant le sol. Ce rebond crée une onde de choc qui se propage vers l'extérieur à travers les couches de l'étoile qui sont encore en train de tomber vers l'intérieur. Imaginez 2 flux de matière se rencontrant, les couches extérieures qui tombent vers le centre et l'onde de choc du rebond qui se propage vers l'extérieur. Le résultat est une collision d'une violence inimaginable. Mais voici quelque chose d'intéressant que beaucoup de gens ne savent pas. Cette onde de choc initiale n'est en fait pas assez puissante pour souffler les couches extérieures de l'étoile. Elle perd de l'énergie en chemin, principalement parce qu'elle doit dépenser de l'énergie pour dissocier les noyaux de fer des couches qu'elle traverse. L'onde de choc cale, elle stagne. Pendant un bref instant, il semble que l'explosion pourrait échouer, que l'étoile pourrait simplement s'effondrer en silence dans un trou noir, sans le moindre feu d'artifice. Mais c'est là qu'interviennent les neutrinos. Vous vous souvenez de ces particules fantomatiques produites en quantités astronomiques pendant l'effondrement? Normalement, les neutrinos traversent la matière comme si elle n'existait pas. Un neutrino peut traverser des années-lumière de plomb solide sans interagir avec quoi que ce soit. Mais dans les conditions extrêmes qui règnent autour du cœur,
qui vient de s'effondrer, la densité de la matière est si incroyablement élevée que même les neutrinos commencent à interagir. Et quand ils interagissent, ils transfèrent leur énergie à l'onde de choc stagnante. C'est comme souffler sur des braises mourantes. L'énergie des neutrinos relance l'onde de choc, lui donne le coup de pouce dont elle a besoin pour reprendre son expansion vers l'extérieur. Et cette fois, rien ne peut l'arrêter. L'onde de choc, maintenant alimentée par l'énergie des neutrinos, déchire les couches extérieures de l'étoile. Elle les projette dans l'espace à des vitesses de dizaines de milliers de kilomètres par seconde. C'est une explosion d'une puissance si phénoménale qu'elle défie toute description. En un instant, l'étoile mourante libère plus d'énergie que notre Soleil n'en émettra pendant toute sa durée de vie de 10 milliards d'années. Pour quelques semaines, l'étoile qui explose brille plus intensément qu'une galaxie entière, plus intensément que des centaines de milliards d'étoiles combinées. C'est une supernova. Et c'est l'un des événements les plus spectaculaires et les plus destructeurs de tout l'univers. Les astronomes classifient cette variété spécifique de supernova comme une supernova à effondrement de cœur ou supernova de type 2. C'est différent de la supernova de type 1A qui implique une naine blanche dans un système binaire et qui est un mécanisme complètement différent. Notre supernova, celle qui crée une étoile à neutrons, est causée par l'effondrement du cœur d'une étoile massive. Et le résidu qui reste au centre de ce cataclysme, cette petite sphère dense de neutrons d'à peine 20 km de diamètre, c'est notre étoile à neutrons. Les êtres humains ont observé des supernovas à travers l'histoire, même s'ils ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient. En l'an 1054 de notre ère, des astronomes chinois ont enregistré l'apparition d'une nouvelle étoile brillante dans le ciel, si brillante qu'elle était visible en plein jour pendant 23 jours et à l'œil nu pendant la nuit pendant près de 2 ans. Ils l'ont appelée une étoile invitée. Les astronomes arabes et japonais l'ont également observée. Et quand les astronomes modernes ont pointé leur télescope vers l'endroit où cette étoile invitée était apparue, ils ont trouvé la nébuleuse du Crabe, un magnifique nuage de gaz en expansion, les restes déchirés de l'étoile qui a explosé il y a presque 1000 ans. Et au cœur de cette nébuleuse, tournoyant 30 fois par seconde, se trouve un pulsar, le pulsar du Crabe, l'étoile à neutrons née de cette explosion. En 1604, l'astronome Johannes Kepler a observé la dernière supernova visible à l'œil nu dans notre galaxie, la Voie lactée. Cela fait maintenant plus de 400 ans qu'aucune supernova n'a été observée dans notre galaxie. Les astronomes attendent avec impatience la prochaine, car avec les instruments modernes, nous pourrions en apprendre énormément. Il y a des candidates. Bételgeuse, l'étoile supergéante rouge qui forme l'épaule d'Orion, est dans les dernières phases de sa vie stellaire et pourrait exploser en supernova à tout moment, que ce soit demain ou dans 100 000 ans. Quand elle le fera, elle sera visible en plein jour et sera l'un des événements astronomiques les plus spectaculaires de l'histoire humaine. Eta Carinae, un système stellaire instable et violent situé à environ 7500 années-lumière de nous, est un autre candidat, une bombe à retardement cosmique qui pourrait exploser dans un avenir géologiquement proche. Mais la supernova, la plus importante pour la science moderne, est sans doute SN 1987A, la supernova observée le 23 février 1987 dans le Grand Nuage de Magellan,
une galaxie satellite de la Voie lactée, située à environ 168 000 années-lumière de nous. C'était la supernova la plus proche, observée depuis l'invention du télescope, et elle a fourni une mine d'informations scientifiques. Pour la première fois, des neutrinos provenant d'une supernova ont été détectés sur Terre, confirmant notre compréhension théorique du mécanisme d'effondrement de Kerr. Environ 25 neutrinos ont été détectés par des observatoires souterrains au Japon et aux États-Unis, un nombre minuscule comparé aux 10 puissance 58 neutrinos émis par l'explosion, mais suffisant pour confirmer que notre physique était sur la bonne voie. Et que se passerait-il si une supernova se produisait trop près de la Terre? C'est une question fascinante et un peu terrifiante. Les astronomes estiment qu'une supernova devrait se produire à moins de 30 à 50 années-lumière de la Terre pour avoir des effets catastrophiques sur notre biosphère. L'intense rayonnement gamma et les rayons cosmiques de haute énergie pourraient endommager ou détruire la couche d'ozone, exposant la surface de la Terre à des niveaux mortels de rayonnement ultraviolet. Il y a même des preuves que des supernovae relativement proches dans le passé géologique ont pu contribuer à certaines extinctions de masse. Des isotopes radioactifs comme le fer 60, produits dans les supernovae, ont été trouvés dans les sédiments océaniques terrestres, suggérant que des supernovae se sont produites à des distances relativement proches de la Terre au cours des derniers millions d'années. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune étoile assez proche et assez massive pour menacer la Terre avec une supernova dans un avenir prévisible. Maintenant, revenons à notre étoile à neutrons. La supernova est terminée. Les couches extérieures de l'étoile ont été soufflées dans l'espace, formant un magnifique nuage de gaz en expansion, appelé un rémanent de supernova. Et au centre de ce chaos, dans le calme étrange qui suit la tempête, se trouve quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'existait pas quelques secondes auparavant. Une sphère de matière si dense, si compacte, si extraordinaire qu'elle représente l'un des états les plus extrêmes de la matière dans l'univers. C'est une étoile à neutrons nouveau-nés. Et maintenant, plongeons dans cette étoile. Explorons-la couche par couche, de sa surface brûlante jusqu'à son cœur mystérieux, et découvrons pourquoi elle mérite le titre de l'objet le plus dense que nous connaissons. Commençons par les dimensions de base. Une étoile à neutrons typique a un diamètre d'environ 20 km. 20 km. C'est à peu près la taille de Paris intramuros, ou de Manhattan, ou d'une ville moyenne. Vous pourriez conduire d'un bout à l'autre en une vingtaine de minutes sur une autoroute terrestre. C'est minuscule à l'échelle astronomique. Notre Soleil a un diamètre d'environ 1 400 000 km. La Terre a un diamètre d'environ 12 700 km. Et pourtant, cette minuscule sphère de 20 km contient entre 1,5 fois et environ 2 fois la masse de notre Soleil. Comment est-ce possible? Comment pouvez-vous comprimer la masse de plus d'un Soleil dans quelque chose de la taille d'une ville? La réponse est la densité. Et quelle densité? La densité moyenne d'une étoile à neutrons est d'environ 4 fois 10 puissance 17 kg par mètre cube. 400 000 milliards de kilogrammes dans chaque mètre cube. Pour mettre cela en perspective, la densité de l'eau est de 1000 kg par mètre cube. La densité du plomb est d'environ 11 000 kg par mètre cube. La densité de l'or est d'environ 19 000 kg par mètre cube. La densité de l'osmium, l'élément naturel le plus dense sur Terre,
est d'environ 22 500 kg par mètre cube. La densité d'une naine blanche, le cadavre d'une étoile de petite masse, est d'environ 1 milliard de kilogrammes par mètre cube. Et la densité d'une étoile à neutrons est de 400 000 milliards de kilogrammes par mètre cube. C'est environ 400 000 fois la densité d'une naine blanche et environ 400 000 milliards de fois la densité de l'eau. Utilisons quelques analogies pour essayer de comprendre cette densité inimaginable. Prenez un morceau de sucre, un simple cube de sucre que vous mettez dans votre café. Si ce morceau de sucre était fait de matière d'étoiles à neutrons, il pèserait environ 1 milliard de tonnes. 1 milliard de tonnes dans un cube d'environ 1 centimètre de côté. C'est à peu près le poids de l'ensemble de la population humaine mondiale. Tous les êtres humains sur Terre, comprimés dans un morceau de sucre. Ou prenez cette fameuse cuillère à café. Une cuillère à café de matière d'étoiles à neutrons pèserait environ 6 milliards de tonnes. 6 milliards de tonnes. C'est plus que le poids du mont Everest. C'est plus que le poids de tous les bâtiments jamais construits par l'humanité. Et si vous vous demandez ce qui arriverait si vous pouviez prendre cette cuillère à café de matière d'étoiles à neutrons et la laisser tomber sur Terre, la réponse est assez effrayante. Elle ne resterait pas simplement posée sur le sol. Avec une masse de 6 milliards de tonnes concentrée dans un si petit volume, elle traverserait la surface de la Terre comme un boulet de canon traversant du papier. Elle coulerait à travers la croûte terrestre, à travers le manteau, jusqu'au centre de la Terre, oscillant d'avant en arrière à travers notre planète comme un pendule cosmique, creusant un tunnel de destruction à chaque passage, jusqu'à ce que le frottement la ralentisse et qu'elle se stabilise au centre de la Terre. Ce petit échantillon, cette simple cuillère à café, aurait assez de masse pour perturber la structure de toute notre planète. Maintenant, si on comprimait la Terre entière à la densité d'une étoile à neutrons, notre planète aurait un diamètre d'environ 300 mètres. 300 mètres. La taille d'un grand stade de football. Toute la masse de la Terre, toutes les montagnes, tous les océans, tous les continents, tous les êtres vivants, comprimés dans une sphère de 300 mètres. C'est la réalité quotidienne d'une étoile à neutrons. Parlons maintenant de la gravité à la surface de cette étoile extraordinaire. La gravité à la surface d'une étoile à neutrons est d'environ 2 fois 10 puissance 12 mètres par seconde carrée, soit environ 200 milliards de fois la gravité terrestre. Sur Terre, vous pesez, disons, 70 kg. Sur la surface d'une étoile à neutrons, vous pèseriez environ 14 000 milliards de kilogrammes, soit 14 billions de kilogrammes. Bien sûr, vous ne pourriez jamais survivre à une telle gravité. Vous seriez instantanément écrasé en une fine couche d'atomes, une tache de matière étalée uniformément sur la surface, épaisse de quelques atomes au maximum. Chaque os de votre corps se briserait instantanément. Chaque cellule serait aplatie. Vous cesseriez d'exister en tant que structure reconnaissable en une fraction de milliseconde. Et les effets de cette gravité sont partout sur l'étoile à neutrons. Par exemple, les montagnes. Sur Terre, nous avons des montagnes qui s'élèvent à des milliers de mètres au-dessus du niveau de la mer. Le mont Everest fait 8848 mètres. Sur Mars, le mont Olympe fait environ 21 000 kilomètres. Le volcan, le plus haut du système solaire. Mais sur une étoile à neutrons, la gravité est si intense
que la hauteur maximale d'une montagne, la plus grande irrégularité de surface que la croûte puisse supporter, est d'environ 1 millimètre. 1 millimètre. La surface d'une étoile à neutrons est l'objet le plus lisse que vous puissiez imaginer, plus lisse qu'une boule de billard, plus lisse que le miroir le plus parfait jamais fabriqué. La gravité ne tolère aucune imperfection. Et si vous laissiez tomber un objet depuis une hauteur d'1 mètre au-dessus de la surface, cet objet toucherait la surface en environ une microseconde, voyageant à environ 7 millions de kilomètres par heure. C'est pourquoi un marshmallow frappant la surface d'une étoile à neutrons libérerait autant d'énergie qu'une bombe nucléaire. Ce n'est pas une exagération. Quand un objet tombe dans un champ gravitationnel aussi intense, il acquiert une énergie cinétique phénoménale. Et quand cette énergie est libérée lors de l'impact, le résultat est une explosion d'une puissance terrifiante. La surface de l'étoile à neutrons est également incroyablement chaude. Une étoile à neutrons nouveau-née a une température de surface d'environ 600 000 degrés Kelvin. C'est environ 100 fois plus chaud que la surface de notre Soleil. À cette température, la surface émet principalement des rayons X, ce qui rend les étoiles à neutrons invisibles à l'œil nu, mais brillantes dans les télescopes à rayons X. Au fil du temps, sur des milliers et des millions d'années, l'étoile à neutrons se refroidit lentement, perdant de l'énergie par rayonnement. Mais même les étoiles à neutrons les plus vieilles que nous avons observées sont encore remarquablement chaudes par rapport à notre Soleil. L'étoile à neutrons possède une mince atmosphère, mais elle est radicalement différente de tout ce que nous connaissons sur Terre. Cette atmosphère n'a que quelques centimètres d'épaisseur, peut-être même moins d'1 centimètre, et elle est composée principalement d'hydrogène et d'hélium ionisé, un plasma brûlant collé à la surface par cette gravité colossale. Cette atmosphère mince est néanmoins extrêmement importante pour les astronomes, car elle détermine le spectre de rayons X émis par l'étoile, nous donnant des indices sur la composition, la température et le champ magnétique de la surface. Maintenant, descendons sous la surface. Explorons la structure interne de cette étoile extraordinaire, couche par couche, comme si nous creusions vers son cœur. Et préparez-vous, car à mesure que nous descendrons, les choses vont devenir de plus en plus étranges, de plus en plus exotiques, jusqu'à ce que nous atteignions un royaume où la physique elle-même ne sait plus exactement ce qui se passe. La première couche que nous rencontrons est la croûte extérieure. Cette croûte est composée principalement de noyaux atomiques riches en neutrons disposés dans un réseau cristallin baignant dans un gaz d'électrons. C'est essentiellement un métal, mais un métal d'une nature complètement différente de tout ce que nous connaissons sur Terre. La densité dans la croûte extérieure varie d'environ 1 million de kilogrammes par mètre cube à la surface jusqu'à environ 4 fois 10 puissance 11 kg par mètre cube à sa base. L'épaisseur de cette croûte est d'environ 1 à 2 km et cette croûte est extraordinairement résistante. Les calculs théoriques suggèrent que le matériau de la croûte d'une étoile à neutrons est environ 10 milliards de fois plus résistant que l'acier le plus dur fabriqué sur Terre. 10 milliards de fois. C'est le matériau le plus résistant de l'univers connu, après la matière qui se trouve encore plus profondément dans l'étoile. Cette résistance extraordinaire est due aux interactions entre les noyaux atomiques dans le réseau cristallin et à l'immense pression qui les comprime ensemble.
Mais même cette croûte incroyablement résistante peut se briser. Et quand elle le fait, l'événement est spectaculaire. On appelle cela un séisme stellaire ou starquake. Quand les forces qui s'exercent sur la croûte dépassent sa résistance, quand la tension accumulée par les changements dans le champ magnétique ou la rotation de l'étoile devient trop grande, la croûte se fissure. Et cette fissure libère une quantité stupéfiante d'énergie. Un seul séisme stellaire peut libérer plus d'énergie que notre Soleil n'en émet en un an. Plus d'énergie en un instant que notre étoile produit en 365 jours. La surface de l'étoile à neutrons se réarrange, souvent de seulement quelques millimètres ou moins, mais l'énergie impliquée est colossale. En descendant plus profondément dans la croûte, nous atteignons la croûte intérieure, et c'est là que les choses commencent à devenir vraiment étranges. À mesure que la densité augmente, les noyaux atomiques deviennent de plus en plus riches en neutrons. Ils sont si riches en neutrons qu'à un certain point, des neutrons commencent à s'échapper des noyaux et à former un gaz de neutrons libres qui coexiste avec les noyaux. C'est ce qu'on appelle le point de drip neutronique. C'est un état de la matière qui n'existe nulle part ailleurs dans l'univers actuel, sauf dans les étoiles à neutrons et brièvement pendant les explosions de supernovas. Et puis, à la transition entre la croûte et le cœur, nous trouvons l'une des structures les plus fascinantes et les plus poétiquement nommées de toute l'astrophysique. Les pâtes nucléaires. Oui, vous avez bien entendu, les physiciens nucléaires les appellent les pâtes nucléaires, et les différentes phases portent des noms de pâtes italiennes. Ce n'est pas une blague, c'est de la physique sérieuse avec des noms amusants. À mesure que la densité augmente dans cette zone de transition, les noyaux atomiques, sous l'effet combiné de la force nucléaire forte à courte portée et de la répulsion coulombienne à longue portée, adoptent des formes de plus en plus exotiques. D'abord, les noyaux sont des sphères dispersées dans un gaz de neutrons. Les physiciens appellent cette phase les gnocchis, car les sphères ressemblent à ces petites boulettes de pâtes italiennes. Puis, à mesure que la densité augmente, les sphères se rapprochent et fusionnent pour former de longs cylindres. C'est la phase spaghetti. Les cylindres sont disposés parallèlement les uns aux autres, comme des tiges dans un réseau. Puis, les cylindres fusionnent pour former des feuillets plats, des couches planes de matière nucléaire, séparées par des couches de gaz de neutrons. C'est la phase lasagne. Continuons. Après les lasagnes, la topologie s'inverse. Au lieu d'avoir des structures de matière nucléaire dans un gaz de neutrons, nous avons un océan de matière nucléaire avec des tubes vides qui le traversent. Ce sont les anti-spaghettis ou les bucatini, si vous préférez. Et enfin, à la densité la plus élevée de la zone de pâte, les tubes vides se referment pour former des bulles sphériques vides dans un océan de matière nucléaire. C'est la phase anti-gnocchis, parfois appelée la phase fromage suisse. C'est absolument remarquable. Ces structures, ces pâtes nucléaires, pourraient être le matériau le plus résistant de tout l'univers. Des simulations informatiques ont montré que la résistance de la phase lasagne de la pâte nucléaire pourrait dépasser 10 milliards de fois la résistance de l'acier, ce qui en ferait le matériau le plus résistant que la nature ait jamais créé. Et tout cela existe dans une couche de transition de quelques centaines de mètres d'épaisseur à l'intérieur d'une étoile à neutrons. L'univers cache ses merveilles dans les endroits les plus improbables.
Maintenant, continuons notre descente. Nous avons traversé la croûte extérieure, la croûte intérieure et la zone de pâte nucléaire. Nous entrons maintenant dans le cœur de l'étoile à neutrons, et c'est ici que la physique atteint ses limites les plus extrêmes. Le cœur d'une étoile à neutrons est divisé en deux régions, le cœur extérieur et le cœur intérieur. Le cœur extérieur est composé principalement de neutrons, avec une petite proportion de protons, d'électrons et de muons. La densité ici est supérieure à la densité nucléaire, ce qui signifie que la matière est plus dense que l'intérieur d'un noyau atomique. Et dans ces conditions, quelque chose de véritablement extraordinaire se produit. Les neutrons forment un superfluide et les protons deviennent supraconducteurs. Un superfluide est un état de la matière qui s'écoule sans aucune viscosité, sans aucune friction, sans aucune résistance. Si vous pouviez remplir un verre avec un superfluide et le faire tourner, le fluide continuerait à tourner indéfiniment, sans jamais ralentir, sans jamais perdre d'énergie. Et un supraconducteur est un matériau qui conduit l'électricité sans aucune résistance. Le courant électrique dans un supraconducteur coule pour toujours, sans diminuer, sans dissiper d'énergie sous forme de chaleur. Ce qui est extraordinaire ici, c'est que ces phénomènes quantiques, la superfluidité et la supraconductivité, que nous observons normalement seulement à des températures proches du zéro absolu dans nos laboratoires terrestres, se produisent à l'intérieur d'une étoile à neutrons à des températures de centaines de millions de degrés. C'est possible parce que, à ces densités extrêmes, les interactions entre les neutrons sont tellement fortes qu'elles forment des paires de Cooper, le même mécanisme qui est responsable de la supraconductivité conventionnelle, mais à des échelles d'énergie radicalement différentes. L'étoile à neutrons est, dans un sens très réel, un objet quantique macroscopique, un objet de 20 km de diamètre dont le comportement est régi par les lois de la mécanique quantique. Et cette superfluidité a des conséquences observables. L'une des plus fascinantes est le phénomène des glitches, ces accélérations soudaines de la rotation de l'étoile à neutrons. Les pulsars, ces étoiles à neutrons en rotation rapide qui émettent des faisceaux de radiation, ralentissent généralement très graduellement au fil du temps. Leur rotation perd de l'énergie à cause du rayonnement électromagnétique et des particules émises. Mais de temps en temps, certains pulsars connaissent une augmentation soudaine et brusque de leur vitesse de rotation. C'est un glitch. Et l'explication la plus acceptée de ces glitches implique le superfluide dans le cœur de l'étoile. Voici comment cela fonctionne. Le superfluide de neutrons à l'intérieur de l'étoile tourne, mais il ne peut pas tourner uniformément comme un fluide normal. La mécanique quantique impose que la rotation d'un superfluide se fasse sous forme de vortex quantique, de minuscules tourbillons discrets. Ces vortex sont épinglés, accrochés aux noyaux atomiques dans la croûte. Quand la croûte ralentit à cause du freinage magnétique, les vortex restent épinglés et le superfluide continue de tourner à sa vitesse originale. Il se crée un décalage entre la rotation de la croûte et celle du superfluide intérieur. Quand ce décalage devient trop grand, quand la tension devient insoutenable, les vortex se détachent en masse de la croûte, transférant soudainement le moment angulaire du superfluide à la croûte. La croûte accélère brusquement. C'est le glitch. Le pulsar du Vela est l'un des exemples les plus étudiés de ce phénomène, avec des glitches qui se produisent à intervalles réguliers
et qui nous donne des informations précieuses sur le superfluide à l'intérieur de l'étoile. Mais descendons encore plus profondément. Nous entrons maintenant dans le cœur intérieur de l'étoile à neutrons, et c'est ici que la science atteint véritablement les limites de notre compréhension. La densité dans le cœur intérieur peut atteindre 5 à 10 fois la densité nucléaire, des conditions que nous ne pouvons pas reproduire dans aucun laboratoire sur Terre. Les accélérateurs de particules les plus puissants, comme le grand collisionneur de Hadron au CERN, peuvent créer de la matière à des densités et des températures extrêmes, mais pendant des fractions de secondes seulement et dans des volumes microscopiques. Le cœur d'une étoile à neutrons maintient ces conditions extrêmes en permanence dans un volume de plusieurs kilomètres cubes. Et personne ne sait exactement ce qu'il y a au centre. C'est l'un des plus grands mystères non résolus de l'astrophysique moderne. Il y a plusieurs possibilités, chacune plus exotique que la précédente. La première possibilité est que le cœur est simplement composé de neutrons et de protons dans un état extrêmement dense, avec peut-être quelques particules plus lourdes comme des muons. C'est l'hypothèse la plus conservatrice, la plus simple, mais elle a du mal à expliquer certaines observations. La deuxième possibilité est l'apparition d'hypérons. Les hypérons sont des particules composées de quarks étranges, en plus des quarks up et down qui composent les protons et les neutrons ordinaires. À des densités suffisamment élevées, il devient énergétiquement favorable pour certains neutrons de se transformer en hypérons, en absorbant l'énergie cinétique excédentaire des neutrons environnants. Les hypérons les plus courants seraient les particules lambda et sigma. Mais voici le problème. L'apparition d'hypérons dans le cœur adoucirait l'équation d'état, rendant la matière plus compressible, ce qui abaisserait la masse maximale qu'une étoile à neutrons peut supporter. Et les observations montrent que certaines étoiles à neutrons ont des masses d'environ 2 masses solaires, ce qui semble trop élevé si des hypérons sont présents. C'est ce qu'on appelle le puzzle des hypérons, et c'est l'un des problèmes ouverts les plus discutés en physique nucléaire. La troisième possibilité est encore plus exotique. À des densités suffisamment élevées, les neutrons et les protons eux-mêmes pourraient se décomposer en leurs constituants fondamentaux, les quarks. Normalement, les quarks sont confinés à l'intérieur des protons et des neutrons par la force nucléaire forte transportée par des particules appelées gluons. Mais à des densités extrêmes, les quarks pourraient devenir déconfinés, libres de se déplacer dans un état appelé plasma quarks gluon. Le cœur d'une étoile à neutrons pourrait contenir un noyau de plasma quarks gluon, un état de la matière qui n'a existé naturellement que dans les premiers microsecondes après le Big Bang. La quatrième possibilité combine les quarks étranges avec ce plasma. C'est la matière étrange composée de quarks up, down et étranges en proportion à peu près égale. En 1984, le physicien Edward Witten a proposé que la matière étrange pourrait en fait être l'état le plus stable de la matière, plus stable que les noyaux atomiques ordinaires. Si cette hypothèse est correcte, alors le cœur de chaque étoile à neutrons suffisamment massive pourrait se convertir en matière étrange. Et certains théoriciens ont même proposé que des étoiles entières pourraient être composées de matière étrange, pas seulement le cœur, mais la totalité de l'objet. Ce seraient des étoiles étranges, ou étoiles à quarks étranges, et elles pourraient se cacher parmi les objets que nous classifions actuellement comme étoiles à neutrons.
La cinquième possibilité est encore plus exotique. À des densités très élevées, les quarks dans le plasma quark-gluon pourraient former des paires de manière analogue aux paires de Cooper dans les supraconducteurs conventionnels. Cet état est appelé supraconductivité de couleur, et c'est un sujet de recherche actif en chromodynamique quantique, la théorie qui décrit les interactions fortes entre quarks et gluons. Il existe plusieurs phases possibles de supraconductivité de couleur, avec des noms comme CFL, Color Flavor Locked, et 2SC, Two Flavor Superconducting, chacune avec des propriétés différentes. Et enfin, il y a la possibilité que le cœur intérieur contienne quelque chose que nous n'avons même pas encore théorisé, quelque chose de complètement nouveau, de complètement inattendu. L'histoire de la physique est remplie de moments où les scientifiques ont découvert des phénomènes qu'ils n'avaient jamais imaginés. Qui peut dire que le cœur d'une étoile à neutrons ne nous réserve pas une surprise similaire? Pour départager ces différentes possibilités, les physiciens et les astrophysiciens cherchent ce qu'on appelle l'équation d'état de la matière dense. L'équation d'état est essentiellement la relation entre la pression et la densité de la matière à l'intérieur de l'étoile à neutrons. Différentes compositions pour le cœur donneraient différentes équations d'état, et différentes équations d'état prédisent différentes relations entre la masse et le rayon des étoiles à neutrons. En mesurant avec précision les masses et les rayons de plusieurs étoiles à neutrons, nous pouvons contraindre l'équation d'état et ainsi déterminer ce qui se trouve réellement dans leur cœur. C'est l'un des saints Graal de l'astrophysique moderne et des missions comme NICER, installées sur la Station spatiale internationale, sont spécifiquement conçues pour faire ces mesures. Maintenant, parlons du champ magnétique de l'étoile à neutrons, car c'est l'un de ses aspects les plus impressionnants et les plus terrifiants. Le champ magnétique d'une étoile à neutrons typique est de l'ordre de 10 puissance 8 à 10 puissance 12 Tesla. Pour mettre cela en perspective, le champ magnétique terrestre est d'environ 5 fois 10 puissance moins 5 Tesla. Un aimant de réfrigérateur produit un champ d'environ 5 fois 10 puissance moins 3 Tesla. Les puissantes machines d'imagerie par résonance magnétique utilisées dans les hôpitaux produisent des champs d'environ 3 Tesla. Le champ magnétique continu le plus puissant jamais créé par l'humanité est d'environ 45 Tesla. Et le champ magnétique d'une étoile à neutrons typique est de 100 millions à 1 billion de Tesla. C'est des milliards de fois plus puissant que le champ magnétique le plus puissant que nous ayons jamais créé. Comment l'étoile à neutrons acquiert-elle un champ magnétique si puissant? C'est une conséquence de la conservation du flux magnétique pendant l'effondrement du cœur. L'étoile massive originale avait un champ magnétique modeste, peut-être quelques centaines de Gauss, répartis sur une surface de millions de kilomètres de diamètre. Quand le cœur s'est effondré pour former l'étoile à neutrons, toute cette surface a été comprimée en une sphère de 20 km. Le flux magnétique, qui est le produit du champ magnétique par la surface, est conservé. Donc quand la surface diminue d'un facteur de 10 puissance 10, le champ magnétique augmente d'un facteur de 10 puissance 10. C'est le même principe que celui de la patineuse sur glace qui tourne plus vite quand elle rapproche ses bras de son corps, mais appliqué au champ magnétique plutôt qu'au moment angulaire. Et les effets d'un tel champ magnétique sont absolument extraordinaires. À proximité d'une étoile à neutrons, le champ magnétique est si intense
qu'il déforme fondamentalement la structure de la matière. Les atomes, normalement sphériques, deviennent allongés en de fines aiguilles alignées le long des lignes de champ magnétique. Les orbitales électroniques, ces nuages de probabilité qui déterminent la forme des atomes et des molécules, sont comprimés dans une dimension et étirés dans une autre. La chimie telle que nous la connaissons cesse de fonctionner. Les molécules ne peuvent pas se former. L'eau ne peut pas exister. Les liaisons chimiques qui maintiennent la matière ensemble sont brisées et reconfigurées selon les règles d'une physique atomique profondément modifiée. Un autre effet fascinant d'un champ magnétique ultra puissant est la biréfringence du vide. En physique classique, le vide est le vide, le néant absolu, et la lumière se propage toujours à la même vitesse dans le vide. Mais la mécanique quantique nous dit que le vide n'est pas vraiment vide. Il est rempli de fluctuations quantiques, de paires particules-antiparticules qui apparaissent et disparaissent continuellement. Normalement, ces fluctuations sont si infimes qu'elles n'ont aucun effet observable sur la propagation de la lumière. Mais dans un champ magnétique ultra puissant, comme celui d'une étoile à neutrons, ces fluctuations du vide sont affectées par le champ. Le vide lui-même devient anisotrope, comme un cristal optique, et la lumière se propage à des vitesses légèrement différentes selon sa direction de polarisation par rapport au champ magnétique. C'est la biréfringence du vide, une prédiction de l'électrodynamique quantique qui a été indirectement confirmée par des observations d'étoiles à neutrons. Si vous étiez assez fou pour vous approcher d'une étoile à neutrons, son champ magnétique vous tuerait bien avant que vous n'atteigniez la surface. À une distance de plusieurs milliers de kilomètres, le champ serait déjà assez puissant pour déformer les molécules de votre corps, perturbant les liaisons chimiques qui maintiennent vos protéines, votre ADN, vos cellules ensemble. Votre corps serait littéralement dissous au niveau moléculaire par la pure force du magnétisme. Et plus vous vous rapprocheriez, pire ce serait. Près de la surface, dans les régions les plus magnétisées, même les atomes individuels seraient déformés au-delà de toute reconnaissance. Parlons maintenant de la rotation des étoiles à neutrons, car c'est l'un de leurs traits les plus caractéristiques et les plus utiles pour les astronomes. Les étoiles à neutrons tournent sur elles-mêmes, et elles tournent vite. Très vite. La raison est la même que celle qui explique la puissance de leur champ magnétique, la conservation du moment angulaire. L'étoile massive originale tournait lentement sur elle-même, peut-être une rotation complète en quelques semaines ou quelques mois, mais quand son cœur s'est effondré pour former l'étoile à neutrons, tout le moment angulaire de ce cœur a été conservé dans un objet beaucoup plus petit. C'est exactement comme la patineuse sur glace. Quand elle rapproche ses bras de son corps, elle tourne plus vite. Quand une étoile massive voit son cœur comprimé d'une taille de plusieurs milliers de kilomètres à 20 kilomètres, la vitesse de rotation augmente de manière spectaculaire. Une étoile à neutrons typique tourne sur elle-même entre une fois par seconde et une fois toutes les quelques secondes. Cela peut sembler rapide, mais ce n'est rien comparé aux cas extrêmes. Le pulsar le plus rapide connu, PSRJ 1748-2446 AD, tourne sur lui-même 716 fois par seconde, 716 rotations complètes en une seule seconde. À cette vitesse de rotation, la surface de l'étoile à neutrons à l'équateur
se déplace à environ 25% de la vitesse de la lumière, un quart de la vitesse de la lumière. Si l'étoile tournait seulement quelques pourcents plus vite, la force centrifuge à l'équateur dépasserait la force gravitationnelle et l'étoile se désintégrerait. Cette rotation rapide ralentit avec le temps. L'étoile à neutrons perd de l'énergie par le biais de son rayonnement électromagnétique et de l'émission de particules, et cette perte d'énergie se traduit par un ralentissement graduel de la rotation. C'est ce qu'on appelle le freinage magnétique ou magnetic braking. En mesurant la vitesse de rotation d'un pulsar et son taux de ralentissement, les astronomes peuvent estimer son âge, la puissance de son champ magnétique et le taux auquel il perd de l'énergie. C'est une mine d'informations astrophysiques extraite simplement de l'observation du timing des impulsions radio. Et c'est cette rotation qui fait des étoiles à neutrons les pulsars les plus célèbres du cosmos. L'histoire de la découverte des pulsars est l'une des plus fascinantes de l'histoire de l'astronomie. En 1967, une jeune étudiante en doctorat nommée Jocelyn Bell Burnell travaillait à l'université de Cambridge sous la direction de son directeur de thèse, Anthony Hewish. Elle analysait les données d'un nouveau radiotélescope conçu pour étudier les scintillations des quasars. En parcourant des kilomètres de papier d'enregistrement, elle remarqua un signal étrange, une série d'impulsions radio régulières, espacées d'exactement 1 seconde et 1 tiers. Le signal était si régulier, si précis, qu'il semblait impossible qu'il puisse être d'origine naturelle. Pendant un bref moment, l'équipe envisagea sérieusement la possibilité que le signal provienne d'une civilisation extraterrestre intelligente. Ils surnommèrent la source LGM1 pour Little Green Men, petits hommes verts. Mais quand d'autres sources similaires furent découvertes dans différentes parties du ciel, l'hypothèse extraterrestre fut rapidement abandonnée. Il était hautement improbable que plusieurs civilisations extraterrestres indépendantes émettent toutes le même type de signal régulier. Il devait y avoir une explication naturelle, et cette explication, c'était les étoiles à neutrons en rotation rapide avec des champs magnétiques puissants. Le modèle du pulsar, proposé peu après la découverte, explique les impulsions régulières par l'effet de phare. L'axe magnétique d'une étoile à neutrons n'est généralement pas aligné avec son axe de rotation, tout comme l'axe magnétique de la Terre n'est pas exactement aligné avec le pôle nord géographique. L'étoile à neutrons émet des faisceaux de radiation depuis ses pôles magnétiques, et quand ces faisceaux balaient notre direction, comme les faisceaux d'un phare en rotation, nous détectons une impulsion. La régularité du signal reflète la régularité de la rotation de l'étoile. Anthony Hewish reçut le prix Nobel de physique en 1974 pour la découverte des pulsars, mais Jocelyn Bell Burnell, qui avait fait la découverte initiale, ne fut pas incluse dans le prix. Cette exclusion reste l'une des controverses les plus débattues de l'histoire du prix Nobel. Bell Burnell elle-même a fait preuve d'une grâce et d'une dignité remarquables face à cette situation, déclarant qu'à l'époque, il n'était pas inhabituel que les étudiants de 3e cycle soient ignorés dans les attributions de prix. Elle est depuis devenue l'une des astronomes les plus respectées au monde et a reçu de nombreuses autres distinctions. Depuis cette découverte initiale, des milliers de pulsars ont été identifiés. Il y a des pulsars radio, des pulsars à rayons X, des pulsars gamma. Chaque type émet son rayonnement à différentes longueurs d'onde, mais le mécanisme de base est le même. Une étoile à neutrons en rotation rapide, avec un champ magnétique puissant,
dont l'axe magnétique n'est pas aligné avec l'axe de rotation. Le pulsar du crabe, au cœur de la nébuleuse du crabe, est l'un des pulsars les plus étudiés. Il tourne environ 30 fois par seconde et émet un rayonnement qui s'étend des ondes radio aux rayons gamma. L'énergie de sa rotation alimente la nébuleuse du crabe entière. Maintenant, le nuage de gaz illuminé et brillant près de 1000 ans après l'explosion de la supernova. L'une des applications les plus remarquables des pulsars est leur utilisation comme horloge cosmique. La régularité des impulsions de certains pulsars est si extraordinaire qu'elle rivalise avec les meilleures horloges atomiques fabriquées par l'humanité. Les pulsars millisecondes, en particulier, sont d'une stabilité temporelle remarquable. En chronométrant précisément les impulsions de ces pulsars, les astronomes peuvent effectuer des tests extrêmement sensibles de la relativité générale d'Einstein, détecter les effets subtils des ondes gravitationnelles sur la propagation des impulsions radio et même potentiellement créer un système de navigation galactique, un GPS cosmique, qui pourrait guider les vaisseaux spatiaux dans les voyages interstellaires futurs. Parlons maintenant d'un type particulier de pulsar, les pulsars millisecondes, ces pulsars qui tournent des centaines de fois par seconde. Leur existence semble paradoxale au premier abord. Comme nous l'avons dit, les pulsars ralentissent avec le temps à cause du freinage magnétique. Un pulsar né dans une supernova tourne typiquement quelques dizaines de fois par seconde et ralentit au fil des millions d'années. Alors, comment existe-t-il des pulsars qui tournent des centaines de fois par seconde? Ne devraient-ils pas avoir tous ralenti depuis longtemps? La réponse est le recyclage. Les pulsars millisecondes sont des vieux pulsars qui ont été recyclés, ravivés, en quelque sorte ressuscités par un compagnon stellaire. Voici le scénario. Un vieux pulsar se trouve dans un système binaire, en orbite autour d'une étoile compagnon. Au fil du temps, l'étoile compagnon évolue et gonfle, devenant une géante rouge. Quand les couches extérieures de la géante rouge s'étendent suffisamment pour atteindre le champ gravitationnel de l'étoile à neutrons, la matière commence à tomber, à s'accréter sur l'étoile à neutrons. Cette matière ne tombe pas directement sur la surface. Elle forme d'abord un disque d'accrétion, un disque de matière en rotation rapide qui spirale lentement vers la surface de l'étoile. Et à mesure que cette matière s'accrète, elle transfère son moment angulaire à l'étoile à neutrons, l'accélérant. Au fil de millions d'années d'accrétion, l'étoile à neutrons est progressivement accélérée, parfois jusqu'à des centaines de rotations par seconde. C'est un vieux pulsar qui a reçu une seconde jeunesse, un cadavre stellaire ressuscité par son compagnon. C'est pourquoi les pulsars millisecondes sont souvent appelés des pulsars recyclés. Et il y a des variantes fascinantes de ce scénario. Les pulsars appelés veuves noires sont des pulsars millisecondes qui ont accéléré jusqu'à des vitesses de rotation extraordinaires et qui maintenant détruisent activement leur étoile compagnon. Le rayonnement intense et le vent de particules du pulsar évaporent lentement l'étoile compagnon, la consumant petit à petit. C'est cosmiquement tragique. L'étoile compagnon a donné une seconde vie au pulsar en lui transférant son moment angulaire. Et maintenant, le pulsar détruit l'étoile compagnon avec l'énergie que cette seconde vie lui a donnée. Les pulsars Redback sont similaires, mais avec des étoiles compagnons légèrement plus massives qui résistent encore à la destruction. Mais maintenant, passons à ce qui est peut-être la variété la plus terrifiante et la plus extrême d'étoiles à neutrons, les magnétars. Si les étoiles à neutrons ordinaires
ont des champs magnétiques impressionnants, les magnétars les élèvent à un tout autre niveau. Un magnétar possède un champ magnétique de l'ordre de 10 puissance 13 à 10 puissance 15 Tesla. C'est 1000 à 10 000 fois plus puissant que celui d'une étoile à neutrons ordinaire. Ce sont les objets les plus magnétiques de l'univers connu, et leurs propriétés sont tout simplement stupéfiantes. Les magnétars sont relativement rares. Nous n'en connaissons qu'une trentaine dans notre galaxie et les galaxies voisines. Et leur existence pose des questions fascinantes. Comment se forment-ils? Pourquoi certaines étoiles à neutrons deviennent-elles des magnétars, alors que d'autres deviennent des pulsars ordinaires? La théorie la plus acceptée est que les magnétars se forment à partir d'étoiles à neutrons qui tournaient très rapidement dans les premières secondes après leur naissance. Cette rotation rapide, combinée avec la convection intense dans le fluide de neutrons chauds, crée un puissant effet dynamo, un mécanisme qui amplifie le champ magnétique à des niveaux extraordinaires. C'est essentiellement le même mécanisme qui génère le champ magnétique de la Terre et du Soleil, mais à une échelle incomparablement plus intense. Le champ magnétique d'un magnétar est si puissant qu'il stocke une quantité phénoménale d'énergie. Et c'est cette énergie magnétique qui alimente les manifestations les plus spectaculaires des magnétars. Quand les lignes de champ magnétique se tordent, se réarrangent ou se reconnectent, elles libèrent d'énormes quantités d'énergie sous forme de rayons X et de rayons gamma. C'est ce qui produit les sursauts gamma-mou et les éruptions géantes qui sont la signature des magnétars. L'événement magnétar le plus spectaculaire jamais observé s'est produit le 27 décembre 2004. Le magnétar SGR 1806-20, situé à environ 50 000 années-lumière de la Terre, de l'autre côté de notre galaxie, a produit une éruption géante d'une puissance inimaginable. En un dixième de seconde, ce magnétar a libéré plus d'énergie que notre Soleil n'en émet en 250 000 ans. L'onde de rayons gamma, même après avoir parcouru 50 000 années-lumière, était encore assez puissante pour ioniser significativement l'atmosphère supérieure de la Terre et comprimer temporairement la magnétosphère terrestre. Les satellites en orbite ont détecté un pic massif de rayons gamma et certains instruments ont été temporairement saturés. Pour mettre en perspective la puissance de cet événement, considérez ceci. Si ce magnétar avait été situé à seulement 10 années-lumière de la Terre, au lieu de 50 000 années-lumière, l'éruption aurait été suffisamment puissante pour détruire la couche d'ozone terrestre, exposant toute vie de surface à des niveaux mortels de rayonnement ultraviolet. À 10 années-lumière. Heureusement, il n'y a aucun magnétar connu à proximité de notre système solaire. Les magnétars émettent principalement sous forme de sursauts gamma-mou, les Soft Gamma Repeaters ou SGR et de pulsars à rayons X anomaux, les Anomalous X-ray Pulsars ou AXP. Pendant longtemps, les astronomes ont traité ces deux catégories comme des types d'objets distincts, mais il est maintenant généralement accepté qu'ils sont tous les deux des manifestations du même phénomène, une étoile à neutrons ultramagnétisés. Les sursauts gamma-mou sont des éruptions répétées de rayons gamma de basse énergie causées par des réarrangements soudains du champ magnétique. Les pulsars à rayons X anomaux émettent des rayons X de manière persistante, alimentés non pas par la rotation comme les pulsars normaux, mais par la décroissance de leur champ magnétique intense. Les magnétars ont une durée de vie relativement courte en tant que magnétars,
Leur champ magnétique ultra puissant se dissipe au fil du temps, perdant son énergie par le biais de l'émission de rayonnements et de particules. En environ 10 000 ans, le champ magnétique d'un magnétar diminue suffisamment pour qu'il ressemble davantage à une étoile à neutrons ordinaire. C'est un clin d'œil à l'échelle cosmique. Certains scientifiques ont proposé que tous les étoiles à neutrons pourraient commencer leur vie en tant que magnétars, avec des champs magnétiques ultra puissants qui décroissent rapidement dans les premiers milliers d'années, ne laissant que les champs magnétiques plus modestes que nous observons dans les pulsars ordinaires. Un lien fascinant a été établi entre les magnétars et un autre phénomène mystérieux, les sursauts radio rapides, ou Fast Radio Bursts, FRB. Ces signaux radio extrêmement brefs et intenses, durant à peine quelques millisecondes, ont été détectés pour la première fois en 2007 et ont intrigué les astronomes pendant des années. Leur origine était un mystère. En 2020, le magnétar SGR 1935 plus 2154, situé dans notre propre galaxie, a produit un sursaut radio qui ressemblait étroitement à un sursaut radio rapide, suggérant fortement que les magnétars sont au moins une source de ces signaux mystérieux. C'est une découverte importante qui a contribué à résoudre l'un des plus grands mystères de l'astronomie moderne. Explorons maintenant les différents types d'étoiles à neutrons que l'on trouve dans des systèmes binaires. Ces étoiles à neutrons qui orbitent autour d'un compagnon stellaire. Les binaires X sont des systèmes particulièrement spectaculaires. Dans ces systèmes, l'étoile à neutrons accrète de la matière de son étoile compagnon, et cette matière, en spiralant vers la surface de l'étoile à neutrons à travers un disque d'accrétion, s'échauffe à des températures de millions de degrés et émet des rayons X intenses. Il y a deux catégories principales de binaires X. Les binaires X de faible masse, ou LMXb, où l'étoile compagnon est une étoile de faible masse, typiquement une étoile de type solaire ou plus petite. L'accrétion dans ces systèmes est généralement alimentée par le débordement du lobe de roche, quand l'étoile compagnon remplit son lobe gravitationnel et commence à perdre de la matière vers l'étoile à neutrons. Et les binaires X de haute masse, ou HMXb, où l'étoile compagnon est une étoile massive, souvent une supergéante bleue, ou une étoile de type BE. Dans ces systèmes, l'accrétion peut être alimentée par le vent stellaire puissant de l'étoile compagnon. L'un des phénomènes les plus spectaculaires dans les binaires X est le sursaut X de type 1. C'est une explosion thermonucléaire sur la surface de l'étoile à neutrons. Voici comment cela se produit. La matière accrétée de l'étoile compagnon s'accumule sur la surface de l'étoile à neutrons, formant une fine couche d'hydrogène et d'hélium. La gravité intense comprime cette couche à des densités et des températures très élevées. Et quand la température et la pression deviennent suffisantes, la fusion nucléaire s'emballe de manière explosive. Toute la couche de combustible accumulée fusionne en quelques secondes, libérant une quantité colossale d'énergie sous forme de rayons X. C'est essentiellement une bombe à hydrogène à la surface d'une étoile à neutrons, et elle peut briller 100 000 fois plus intensément que notre Soleil pendant quelques secondes. Puis, la couche de combustible se reconstitue lentement, et le cycle recommence. Il y a aussi les étoiles à neutrons isolées, celles qui ne font partie d'aucun système binaire et qui ne sont pas détectées comme pulsars. Le groupe le plus célèbre est connu sous le nom des 7 magnifiques, 7 étoiles à neutrons isolés, proches, qui émettent des rayons X thermiques
de leur surface chaude. Elles ne montrent pas d'émissions radio pulsées significatives et semblent être des étoiles à neutrons d'âge moyen qui se refroidissent tranquillement. Leur étude est précieuse car elle nous permet de mesurer directement les propriétés thermiques de la surface des étoiles à neutrons, ce qui donne des contraintes sur l'équation d'état de la matière dense. Il y a aussi les objets compacts centraux, les Central Compact Objects, ou CCO, des étoiles à neutrons détectées au centre de rémanents de supernovas, mais qui ne montrent pas d'activité de pulsar ni de propriétés de magnétar. Ce sont des étoiles à neutrons calmes, tranquilles, qui semblent avoir des champs magnétiques relativement faibles. Leur nature exacte fait encore l'objet de débats. Et il y a les transitoires radio à rotation, les Rotating Radio Transient, ou RRAT, des sources qui émettent des impulsions radiosporadiques et intermittentes, parfois séparées par des minutes ou des heures de silence. Ce sont peut-être des pulsars qui ne sont actifs que pendant une fraction de leur période de rotation, ou qui ont des mécanismes d'émission instables. Et puis, il y a la question fascinante des étoiles à quarks. Pourrait-il exister des objets qui ressemblent à des étoiles à neutrons, mais qui sont en réalité entièrement composés de matière étrange, de quarks up, down et étrange? Si l'hypothèse de la matière étrange d'Edward Witten est correcte, alors ces objets pourraient exister et ils pourraient être plus compacts et plus denses que les étoiles à neutrons conventionnelles. Il est possible que certains des objets que nous classifions actuellement comme des étoiles à neutrons soient en réalité des étoiles à quarks. Distinguer les deux nécessiterait des mesures très précises de masse et de rayon, car les étoiles à quarks seraient légèrement plus petites pour une masse donnée. Maintenant que nous avons exploré les différents types d'étoiles à neutrons, plaçons-les dans le contexte plus large de l'évolution stellaire. Comparons les trois cadavres stellaires possibles, les naines blanches, les étoiles à neutrons et les trous noirs. Quand une étoile meurt, le type de cadavre qu'elle laisse dépend principalement de sa masse initiale. Les étoiles de faible masse, celles de moins de 8 masses solaires environ, finissent leur vie en naine blanche. La naine blanche est soutenue par la pression de dégénérescence des électrons, la résistance quantique des électrons à être comprimés dans le même état quantique. Une naine blanche, typique, a environ la masse du Soleil comprimée dans un volume comparable à celui de la Terre. C'est dense, environ 1 million de fois plus dense que l'eau, mais c'est infiniment moins dense qu'une étoile à neutrons. La masse maximale d'une naine blanche est d'environ 1 fois et 4/10 la masse du Soleil. C'est la limite de Chandrasekhar, nommé en l'honneur du physicien indien Subramanian Chandrasekhar, qui l'a calculé en 1930. Au-delà de cette masse, la pression de dégénérescence des électrons ne peut plus soutenir l'étoile contre la gravité, et elle s'effondre davantage. Les étoiles de masse intermédiaire à élevée, celles de plus de 8 masses solaires environ, produisent des étoiles à neutrons par le mécanisme de supernova que nous avons décrit. L'étoile à neutrons est soutenue par la pression de dégénérescence des neutrons, plus les interactions de la force nucléaire forte entre les nucléons. Elle a une masse typique entre 1 fois et 4/10 et environ 2 fois et 2/10 la masse du Soleil, comprimée dans une sphère de 20 km. La masse maximale d'une étoile à neutrons est déterminée par la limite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, ou limite TOV, qui est estimée entre 2 et 2 fois et 3/10 les masses
solaires, bien que la valeur exacte dépende de l'équation d'état, encore inconnue, de la matière ultra-dense. Au-delà de cette masse, même la pression de dégénérescence des neutrons et la force nucléaire forte ne peuvent pas résister à la gravité. Et quand la masse dépasse cette limite, il ne reste qu'une possibilité, un trou noir. L'effondrement gravitationnel est total. Aucune force connue de la physique ne peut arrêter l'effondrement. La matière se comprime en un point de densité infinie, une singularité entourée d'un horizon des événements, au-delà duquel rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Le trou noir stellaire typique a une masse de 3 à quelques dizaines de masses solaires. Mais il y a un mystère intrigant. Il semble y avoir un écart de masse entre les étoiles à neutrons les plus massives, autour de 2 fois et 2/10 les masses solaires, et les trous noirs stellaires les plus légers, autour de 5 masses solaires. Cet écart, connu sous le nom de mass gap, est-il réel ou est-il un artefact de notre nombre limité d'observations? Y a-t-il des objets dans cette gamme de masse? Sont-ils des étoiles à neutrons ultramassives, des trous noirs ultra-légers, ou quelque chose d'entièrement nouveau? L'événement d'onde gravitationnelle G W190814, détecté par LIGO et Virgo, impliquait un objet d'environ 2 fois et 6/10 les masses solaires fusionnant avec un trou noir de 23 masses solaires. Cet objet de 2 fois et 6/10 les masses solaires tombe en plein dans le mass gap. Est-ce la plus massive étoile à neutrons jamais observée ou le plus léger trou noir? Nous ne savons pas encore. Maintenant, parlons de l'un des événements les plus spectaculaires et les plus importants de l'astrophysique moderne, la collision de 2 étoiles à neutrons. Le 17 août 2017, les détecteurs d'ondes gravitationnelles LIGO et Virgo ont détecté un signal que les scientifiques attendaient depuis des décennies. Le signal, baptisé GW 170817, provenait de la fusion de 2 étoiles à neutrons dans une galaxie située à environ 130 millions d'années-lumière de la Terre. C'était la première fois que des ondes gravitationnelles provenant d'une fusion d'étoiles à neutrons étaient détectées. Et contrairement aux fusions de trous noirs détectées précédemment, qui ne produisent pas de signal électromagnétique, cette fusion a produit un feu d'artifice observable à travers tout le spectre électromagnétique. Environ 1 seconde et 7/10 après le signal d'onde gravitationnelle, le satellite Fermi a détecté un bref sursaut de rayons gamma GRB 170817A. C'était un sursaut gamma court, durant moins de 2 secondes, et sa coïncidence temporelle avec les ondes gravitationnelles confirmait la théorie de longue date selon laquelle les sursauts gamma courts sont produits par la fusion d'étoiles à neutrons. C'était une confirmation spectaculaire, mais ce n'est pas tout. Dans les heures et les jours qui ont suivi, des dizaines de télescopes à travers le monde et dans l'espace ont observé la source de l'événement. En lumière visible et en infrarouge, ils ont détecté une lueur brillante qui s'est estompée sur plusieurs jours. C'était une kilonova, l'équivalent d'une supernova, mais produite par la fusion d'étoiles à neutrons. Et cette kilonova a fourni la preuve directe d'un phénomène qui n'avait été théorisé que depuis les années 1950. La nucléosynthèse par processus R. Le processus R, ou processus rapide de capture de neutrons, est un mécanisme de production d'éléments lourds
qui nécessite un environnement extrêmement riche en neutrons. Dans ces conditions, les noyaux atomiques capturent des neutrons à un rythme si rapide qu'ils n'ont pas le temps de subir de désintégration bêta entre les captures. Cela permet de construire des noyaux extrêmement lourds et riches en neutrons, qui se désintègrent ensuite en éléments stables lourds. Le processus R est responsable de la production d'environ la moitié des éléments plus lourds que le fer dans l'univers. L'or, le platine, l'uranium, le thorium, l'europium et de nombreux autres éléments lourds sont principalement produits par ce processus. Et les observations de la kilonova de J.W. Cent, 70-1817, ont montré exactement les signatures spectrales attendues de la nucléosynthèse par processus R. La couleur et l'évolution de la lumière de la kilonova étaient cohérentes avec la production de quantités massives d'éléments lourds, y compris des éléments radioactifs dont la désintégration alimentait la lueur observée. Les estimations suggèrent que cette seule fusion d'étoiles à neutrons a produit environ 10 fois la masse de la Terre, en or et en platine, et des quantités comparables d'autres éléments lourds. Pensez à cela un instant. Tout l'or qui existe sur Terre, dans les mines, dans les bijouteries, dans les coffres-forts des banques, dans votre alliance peut-être, a très probablement été créé lors de collisions d'étoiles à neutrons il y a des milliards d'années. Quand vous tenez un bijou en or dans votre main, vous tenez un morceau de l'univers qui a été forgé dans l'une des événements les plus violents et les plus extrêmes que la nature puisse produire. 2 cadavres d'étoiles, 2 sphères de matière ultra dense tournant l'une autour de l'autre de plus en plus vite, spiralant vers leur collision finale, fusionnant dans un cataclysme de chaleur, de lumière et de rayonnement, projetant de la matière riche en neutrons dans l'espace, où cette matière se refroidit et se condense en atomes d'or, de platine, d'uranium. Ces atomes dérivent ensuite dans l'espace interstellaire pendant des milliards d'années, se mêlant aux nuages de gaz et de poussière, pour finalement être incorporés dans un nouveau système stellaire, une nouvelle planète, et finalement extraits du sol par des créatures qui n'ont aucune idée de l'origine cosmique de ce métal précieux qu'elles portent autour de leur cou. C'est l'une des vérités les plus profondes et les plus belles de la science. Nous sommes intimement connectés au cosmos. Les atomes qui composent votre corps ont été forgés dans les cœurs d'étoiles qui sont mortes il y a des milliards d'années. Le calcium dans vos os, le fer dans votre sang, l'oxygène dans vos poumons. Tout cela a été créé par la fusion nucléaire à l'intérieur d'étoiles massives. Et les éléments les plus lourds, l'or, le platine, l'iode, le thorium, ont été créés dans les collisions d'étoiles à neutrons. Vous êtes littéralement fait de poussière d'étoiles et de débris de collisions d'étoiles à neutrons. Vous n'êtes pas séparés du cosmos. Vous êtes le cosmos. Revenons aux détails de la fusion elle-même. Quand 2 étoiles à neutrons dans un système binaire se rapprochent, elles perdent de l'énergie orbitale par l'émission d'ondes gravitationnelles. Einstein avait prédit l'existence des ondes gravitationnelles en 1916, des ondulations dans le tissu même de l'espace-temps causées par l'accélération de masse. La première preuve indirecte de leur existence est venue de l'observation du pulsar binaire PSRB 1913+16, découvert par Russell Hulse et Joseph Taylor en 1974. Ce système, composé de 2 étoiles à neutrons en orbite l'une autour de l'autre, montre un déclin orbital parfaitement cohérent avec la perte d'énergie par émission d'ondes gravitationnelles prédite
par la relativité générale. Hulse et Taylor ont reçu le prix Nobel de physique en 1993 pour cette découverte. À mesure que les deux étoiles à neutrons se rapprochent, leur période orbitale diminue et la fréquence des ondes gravitationnelles augmente. C'est ce qu'on appelle le chirp, le gazouillis, un signal dont la fréquence et l'amplitude augmentent rapidement dans les dernières secondes avant la fusion. Si vous pouviez entendre les ondes gravitationnelles, et les scientifiques ont effectivement converti les signaux en sons audibles, cela ressemblerait à un son qui monte en fréquence et en volume, comme le cri d'un oiseau accéléré, culminant en un pic au moment de la fusion. Dans les dernières fractions de secondes avant la collision, les étoiles à neutrons se déforment mutuellement par leur force de marée. Elles ne sont plus des sphères parfaites, mais des formes allongées, étirées vers leur partenaire. La matière est arrachée de leur surface, formant des filaments lumineux qui s'étirent entre les deux étoiles. Et puis elles se touchent. Et quand elles se touchent, l'énergie libérée est presque inimaginable. Les températures atteignent des centaines de milliards de degrés. La matière est comprimée à des densités encore plus extrêmes que celles qui existaient dans les étoiles à neutrons individuels. Une partie de la matière est éjectée dans l'espace, formant le matériau riche en neutrons qui subira la nucléosynthèse par processus R. Et le reste se condense en un objet central qui est soit une étoile à neutrons hypermassive qui s'effondre rapidement en trou noir, soit, dans de rares cas, une étoile à neutrons massive mais stable